question du jour. À quoi va bien pouvoir ressembler le gouvernement Sébastien Lecornu 2 ? Déjà, une chose est sûre, c'est qu'il devait être formé ce week-end et qu'en fait, il va falloir attendre un petit peu, probablement lundi ou mardi. Alors, c'est vrai que le précédent avait pris 3 semaines. Il va falloir prendre son mal en patience. Mais est-ce que ça vous fatigue ? Est-ce que ça vous inquiète ? On vous a posé la question. Je suis complètement perdu. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas de programme, il n'y a rien. Non, c'est pas terrible. Hein. Moi, je pense qu'on a donné la chance à tout le monde. On a donné la chance à droite, au centre. C'était peut-être le moment d'essayer de voir est-ce que la gauche pourrait aussi. Mais bon, visiblement, ce n'était pas le choix du président. Chacun voit son côté et puis bon, on s'en fout des Français de toute façon. Voilà. Ouais. Non, mais je suis pas... Je suis vraiment... Alors qu'on avait tout en France pour être heureux, maintenant c'est la débandade, hein, vraiment. Hein. Nicolas Domenac, on voit bien que les Françaises sont perdus. Alors déjà, première question, on le serait à moins. Première question quand même, est-ce que le Premier ministre est en sursis ? Il le dit lui-même dans la tribune dimanche, si les choses n'évoluent pas correctement, je partirai. De toute façon, c'est vrai et qu'il est en difficulté, en tout cas pour composer son gouvernement, avoir l'appui des partis. Et de surcroît, il lui faut effectivement lancer un avertissement, à savoir que, puisqu'ils ont un point d'accord, c'est le refus de la dissolution, eh bien attention, hein, moi je vais partir et si je pars, ça sera la dissolution illico. Donc voilà, il a fait ça dans la tribune, il avait raison le dimanche, c'était ce qu'il avait de mieux à faire. Une menace. Pardon ? Oui, exactement. Alors il faut quand même rappeler qu'il a un petit peu... chaud, Sébastien Lecornu, pour faire ce gouvernement, parce qu'il a en fait très peu de temps. Pour des raisons d'agenda diplomatique et d'agenda parlementaire, il faut que ça aille très vite dans les prochains jours. Dans les prochains jours, et puis on sait, 70 jours en plus, 40 pour l'Assemblée, 20 pour le Sénat et 10 pour la navette parlementaire. Donc il faut se dépêcher. Il a tout à faire en même temps. Alors il bénéficie du budget de François Bayrou qui avait été préparé, donc c'est là-dessus, ça va être la base de travail. Mais il a promis aux parlementaires qui pourraient en discuter, qui pourraient faire des propositions et même la modifier. Donc ça va être compliqué à tout faire en même temps. Mais enfin, il y a que les Français se rassurent quand même. Il y a des moyens de conserver le budget précédent au cas où ça marche. Avec la loi spéciale, etc. Bon, en attendant, l'autre information du week-end, vous l'avez forcément vu, Nicolas, c'est qu'il n'y aura ni LR ni Horizon au sein de ce gouvernement. L'annonce a été faite hier, écoutez. Cette cacophonie, elle nous fait mal. Et encore une fois, elle n'existe pas que chez nous. Mais il faut effectivement qu'on puisse parler d'une seule voix. C'est pour ça qu'il y a eu un bureau politique et qu'il y a un communiqué qui est arrêté. Encore une fois, je comprends que chacun puisse faire valoir sa façon de voir les choses, sa propre méthode, dans un moment d'extrême confusion. Mais il y a un président du parti, c'est Bruno Retailleau. Il y a un bureau politique qui a plus de 80% à arrêter cette position-là. Et encore une fois, dans le respect de chacun, il faut maintenant que cette position-là, ce soit celle qui puisse prévaloir, parce qu'autrement, nous n'y comprenons rien. Donc Nicolas, si on se résume, pas de LR, sauf si les militants décident autrement, est-ce que c'est un oui déguisé ? Alors, je me permettrai de modifier un petit peu votre propos, mais juste comme ça, parce que il peut très bien y avoir des députés LR, en tout cas j'en ai eu hier soir au téléphone, individuellement, qui me disent, avis ou pas positif du parti, j'irai quand même, et puis je m'assieds dessus. Donc, parce que là, il y a un climat de guerre civile avec les sénateurs, etc. On risque que ce soit très mal perçu par le parti. Ça dépend de qui dans le parti. Je veux dire, on va voir ce que votent les adhérents, etc. Juste une petite correction aussi. Alors peut-être que ça sera... aujourd'hui. Alors, il les a toutes notées là. Je suis donc renvoyé. Vous aviez dit que les partisans d'Édouard Philippe n'iraient pas au gouvernement. Il y avait des contacts hier soir encore pour évoquer la possibilité d'y aller malgré tout. Donc c'est pas réglé pour l'instant. Oui, c'est jamais vraiment assuré quand on fait une déclaration. Exactement. Alors pardon, rappelez-moi votre question. La question, vous voyez, je m'en souviens même plus. Si, la question, c'était de savoir, est-ce que c'est un oui déguisé ? Oui, les militants, on attend que le vote des militants désigne si oui ou non on va entrer dans le gouvernement. Déjà, ça aura lieu trop tard, puisque ça aura lieu dans la semaine. Ça aura lieu trop tard, mais en tout cas, ça masque une vraie question aussi. C'est pas que votre question là soit inexacte, mais c'est que chacun s'interroge à LR sur le poids de quoi
du Rassemblement national. Donc, quelle est la bonne position à prendre par rapport à la participation au gouvernement? Si vous participez au gouvernement, c'est comme être au tir au pigeon, mais c'est vous le pigeon. Donc, ils veulent plutôt rester dehors. Enfin, on va voir ce qu'ils vont voter. Valentine Leboeuf, Sébastien Lecornu a été très clair. Si on rentre au gouvernement, on laisse tomber ses ambitions présidentielles pour 2027. Le message, c'est quoi? On travaille pour l'intérêt collectif, pas pour les intérêts individuels? Oui, c'est exactement ça, le message qu'il veut envoyer. Mais c'est évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire, puisqu'on sait qu'en réalité, la plupart des ministres, ils vont forcément avoir un œil sur la suite, parce que c'est le principe même de la politique, c'est rarement un terrain sans ambition. Et puis il y a une forme de paradoxe aussi, parce qu'on veut des ministres compétents, expérimentés, et on sait que ce sont souvent eux qui ont le plus d'ambition. Donc voilà, je pense que sur le papier, disons, l'intention est louable, mais il va falloir le prouver avec des actes plus qu'avec le casting. Alors, avec tout ça, ça laisse quand même assez peu de prétendants pour les ministères. Et si c'était l'occasion, Jordan, d'avoir un ministère extrêmement restreint, un mini-gouvernement. C'est-à-dire que jusque-là, ça a beaucoup été évoqué, peut-être seulement 10-12 ministres. Et si on le faisait vraiment, ce serait peut-être vertueux. Il y a peut-être des pays qui ont fait ça aussi. Oui, alors je parle sous le contrôle de Nicolas, qui est très attentif depuis ce matin. Il ne laissera passer aucune erreur. En France, un gouvernement, en fonction des ministres délégués, secrétaires d'État, c'est entre 30 et 40 personnes. Alors j'ai été me renseigner, voir si c'est un record. Loin de là. L'année dernière, Narendra Modi, qui est le Premier ministre, indien, eh bien, il a pris la tête d'un gouvernement de 71 ministres. Alors évidemment, c'est très différent de ce qu'on connaît nous en France. Le contexte est différent. La population également, il y a 1,4 milliard d'habitants en Inde. Oui. Mais effectivement, il y a des pays où le gouvernement est encore plus élargi qu'en France. C'est le cas de l'Inde, par exemple. Cela dit, si on ajoute, nous, les secrétaires d'État, les sous-secrétaires délégués, etc., on arrive à 60 aussi. Hein. Oui, au moins. Cinquantaine, ouais. Il y a un certain nombre d'arbitrages qu'il faut toujours faire, qui font qu'à l'arrivée, vous avez beaucoup de ministres. Ouais. Vous avez les arbitrages de genre, vous avez les arbitrages géographiques et les arbitrages politiques. Alors, il y en a un dont on parle jamais. Je vais vous faire cette confidence-là parce qu'elle est un peu coquine, voire... Oui, coquine. C'est Lyndon Johnson. Non, mais ça nous intéresse. Tout le monde s'est réveillé. Lyndon Johnson disait, c'est à propos de Hoover, le responsable du FBI, il vaut mieux avoir un ennemi à l'intérieur de la tente pour qu'il pisse dehors, plutôt qu'un ennemi à l'extérieur pour qu'il pisse à l'intérieur. Voilà, c'est une phrase historique, donc je me permets cette